6. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Nous allons attendre quelques secondes. On voit les connexions arriver. Voilà, nous sommes avec Théo Damidian et Aurélie Anna Dubois qui vont animer ce live. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Eh ben, on va commencer. Donc, on s'organise. Voilà. Tac. Donc, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à vous pour cette conférence en ligne sur les enjeux de l'expertise du dommage corporel, qui est animée par nos partenaires Aurélie Anna Dubois, qui est ergothérapeute, et Théo Damidian, avocat. Donc moi, je m'appelle Claire, je suis coordinatrice du service Navigator et spécialiste marketing clinique. Donc, merci à vous deux, Théo et Aurélie Anna, de prendre cette heure avec nous. L'objectif de ce webinaire, c'est de sensibiliser vous, professionnels de santé, et les personnes atteintes d'une lésion médulaire sur les enjeux de l'expertise. Aurélie, Anna et Théo répondront à vos questions, celles qui ont été posées en amont et les autres qui vont sûrement venir dans le chat. N'hésitez pas, on est là pour vous et pour vous apporter des réponses. Encore une fois, bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Aurélie, Anna et Théo, afin qu'ils puissent se présenter, je souhaite vous rappeler quelques règles pour le bon déroulement de cette conférence. Donc, je vais passer à la slide suivante. Hop. Donc, voilà, vous avez une salle où vous voyez à l'écran à droite le chat. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce chat, à poser vos questions. Même si c'est pendant la présentation d'Aurélie, Anna et de Théo, on prendra le temps pour les poser et y répondre en temps réel sur le live. Et pourquoi pas en individuel dans les prochains jours qui viennent sur des questions très spécifiques de la part de Théo et d'Aurélie, Anna. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être client FSK, membre Navigator ou en devenir, ou professionnel de santé. Finalement, qui est FSK? Donc, je passe à la slide suivante. FSK est un prestataire de santé à domicile qui est spécialisé dans la prise en charge des patients qui sont stomisés ou atteints de troubles de continence. FSK propose une approche qui est experte et vraiment centrée sur l'accompagnement du patient, avec une équipe qui est qualifiée d'infirmières conseils et de chargés de clientèle. On est toujours à la pointe de l'innovation, s'agissant des services qui sont vraiment dédiés aux patients. On a toujours à l'écoute les besoins de nos clients. Nous développons pour eux des services innovants visant à améliorer leur qualité de vie. Chaque année, près de 5000 patients atteints de troubles de continence nous sont confiés par les professionnels de santé, traduisant leur confiance dans notre prestation pour un relais ville-hôpital optimal pour leurs patients. Nous avons donc mis à disposition un service qui s'appelle Navigator. C'est la seule offre sur le marché français qui est vraiment dédiée aux blessés médulaires et leurs aidants. C'est un service Navigator qui est évolutif et décliné à la fois sous la forme d'un parcours patient qui est protocolisé et nationalisé, dispensé par nos équipes d'infirmières conseils et spécialisées en urologie. On a une équipe de 60 chargés de clientèle pour une proximité au quotidien de nos patients. On a aussi un site internet qui propose des articles fiables et vérifiés sur les troubles associés des blessés médulaires, rédigés par des professionnels de santé ou nos partenaires. Le site, c'est www.kmtnavigator.fr. Nous avons aussi un réseau de partenaires sur Navigator, des partenaires qui sont issus de la communauté ayant pour objectif de fournir un accompagnement personnalisé aux besoins des blessés médulaires et en répondant aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux et tout au long de leur vie. Donc, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Vous y trouverez de nombreux sujets
sélectionnés comme l'hyperréflexie autonome, la gestion des troubles urinaires, l'aménagement du domicile, le voyage, le permis de conduire, la sexualité. Vous aurez tous accès au site internet. Si vous voulez avoir accès à nos partenaires comme Théo Damidian ou Aurélie Anna Dubois, il faut être membre Navigator et client FSK. Notre réseau de partenaires, qui est validé par la communauté, qui sont des associations, des entreprises, des personnes qui font partie de la communauté par leur engagement personnel. Nous avons néanmoins le tapis Gaspard, le premier dispositif connecté sur la prévention des escarres. On a Maître Théo Damidian, qui est spécialisé dans le dommage corporel, qui pourra vous accompagner dans vos démarches. On a Karine Couture, qui adapte des vêtements pour un meilleur confort au quotidien dans la pratique des autosondages et la prévention des escarres. Justine Orion, sexologue, qui va accompagner nos patients dans Oser en parler. Aurélie Anna Dubois, ici présente, ergothérapeute, qui établira un bilan pour mesurer les besoins en aide technique et humaine dès lors que vous en avez besoin. Aujourd'hui, donc, nous avons nos 2 partenaires navigateurs, Aurélie Anna Dubois et Théo, qui sont avec nous sur le service Navigator, qui est complètement dédié aux blessés médulaires, que FSK a créé depuis 1 an. On a vraiment la volonté d'accompagner nos patients pour relever les défis du quotidien et tout au long de leur vie. Aujourd'hui, c'est notre 2e live Navigator. On a eu notre premier live en novembre dernier sur le sujet de la sexualité. Aujourd'hui, c'est sur le sujet des enjeux de l'expertise du dommage corporel. Donc voilà, je vais laisser, la parole à Aurélie Anna et à Théo. Hem, à vous et bon live à tous. Bonjour à tous, je prends la parole. Aurélie, si tu voulais dire 2 mots, ok. En tout cas, d'abord, je tenais à remercier FSK. Je suis Théo Damidzian, je suis donc l'avocat qui intervient aujourd'hui aux côtés de Aurélie, qui est Aurélie Anna Dubois, qui est ergothérapeute, qui se présentera tout à l'heure. Je voulais simplement dire que j'étais ravi de pouvoir intervenir grâce à FSK parce que on va essayer de vous donner des informations aujourd'hui qui sont précieuses quand on est victime ou quand on est amené à rencontrer des victimes et qui vous permettront qui vous permettront, si vous êtes victime ou si vous allez en rencontrer, de donner des premières clés euh, qui sont des clés qui rassureront certaines victimes ou qui donneront envie à d'autres de se battre. Voilà, donc on va faire le maximum pour vous donner toutes ces infos. On va essayer de rester accessible et s'il y a besoin d'entrer dans la technique, on le fera avec plaisir. N'hésitez pas à nous poser des questions si besoin. Aurélie, je te laisse peut-être te présenter. Merci Théo. Bah, de même, je remercie Claire et toute l'équipe FSK et Navigator pour l'organisation de ce webinaire. Et du coup, donc voilà, moi je suis ergothérapeute depuis 11 ans avec un accompagnement quasi exclusif auprès des patients blessés médulaires et depuis un petit temps, depuis 2-3 ans, pour effectivement accompagner les victimes de dommages corporels qui ont une lésion de la moelle épinière. Et donc le but, c'est un petit peu aussi de mettre en exergue le rôle de l'ergo et le rôle de l'avocat dans cette grande question de l'indemnisation. Oui, et d'ailleurs, si je peux tout de suite ajouter une précision à la présentation qui a été faite par Claire, c'est que Aurélie comme moi, on exerce nos métiers spécifiquement pour les victimes de dommages corporels. Et effectivement, on est accessible si vous êtes client FSK, mais on assiste, accompagne et on défend toutes les victimes. Hein. C'est pas la peine. En tout cas, on pourra apporter des informations à tout le monde. Euh, Si je peux commencer tout de suite, l'idée de ce webinaire,
quand on en a discuté avec Aurélie et Claire, c'était de se dire, en fait, une victime, quand elle a un accident, en général, elle se pose toujours la question de à quoi elle a droit. Euh, et en général aussi, elle n'a jamais eu affaire à un avocat, à un ergothérapeute. En général, elle ne sait pas ce que c'est même. Et donc, elle va se retrouver dans la situation d'être blessée, d'être dans une situation de survie et d'avoir besoin quand même d'informations, mais en général, de plus avoir vraiment les finances qui permettent d'aller prendre conseil auprès d'un avocat. On a toujours peur que ça coûte cher. Et on se retrouve dans une sorte, on est coincé puisque on est à la fois victime d'un accident, on est blessé et on n'a pas les infos. Alors l'idée, c'était de vous les donner parce que en fait, c'est assez simple en réalité. Et avec ce webinaire aujourd'hui, à la fin, vous devriez presque pouvoir venir travailler avec nous sur une expertise. Voilà, Aurélie, est-ce que tu vois des choses à préciser au niveau de l'introduction? Parce que moi, je vois pas si je peux juste dire un mot, je vois pas le PowerPoint défiler. Oui, parce que je pense que c'est pas la bonne slide. Du coup. J'avance? Oui, est-ce qu'on peut avancer jusqu'au sommaire? Ah non, c'est avant du coup. C'est bon pour toi, Théo? C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on est bon là, Théo? Tu arrives à voir? Théo, on t'entend pas, t'as coupé le micro. Ah oui, merci. Je disais on va dire qu'on est bon. Je vois pas, moi ma page ne s'actualise pas, mais c'est pas grave. On en est donc à l'introduction et l'idée donc c'est ce que je disais, c'était de vous sensibiliser aux enjeux de l'expertise du dommage corporel, qui est finalement la pierre centrale de tout le processus indemnitaire. Et avec Aurélie, on va pouvoir vous donner toutes ces informations. Donc voilà ce que je Excusez-moi, hein, je regarde en même temps. Claire, excusez-moi, je vois pas le diapo. Je vois rien. Est-ce que Alors attends. je suis bloqué sur faire confiance à FSK et donc j'arrive pas à suivre. C'est très important de faire confiance à FSK. Oui. Alors, Est-ce que je suis le seul dans faut que cette situation? non, il faut que tu actualises ta page en haut. Hop. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. On m'entend? Oui, allez, c'est parti, on reprend. Et c'est parti. Donc, effectivement, les enjeux dans l'expertise du dommage corporel, euh, on a décidé de vous faire une présentation qui va normalement correspondre à la chronologie qu'une victime va vivre dans le processus. Donc, on va d'abord vous expliquer ce qu'est le préjudice, la raison de la mesure qu'on doit faire. Ensuite, les outils dont on dispose pour mesurer en fait finalement l'impact de l'accident, on va vous expliquer ça, et comment transformer ensuite l'évaluation qu'on va faire au niveau médical en indemnisation. Et en dernier, on aura certains points de vigilance qu'on veut en tout cas vous montrer parce que on est victime, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut dire, on ne sait pas quel discours tenir, avec qui, et c'est important de présenter les choses d'une certaine manière qui est différente finalement de celle qu'on a l'habitude d'avoir en rééducation, par exemple, avec les médecins. Donc, l'idée, c'est de vous offrir toutes ces informations. Donc, on va commencer tout de suite.
sur la notion de préjudice. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'effectivement, en tout cas au cabinet à Lyon où j'exerce, quand une victime vient nous rencontrer, d'abord, elle vient parce que elle cherche à ce que l'auteur de ses blessures soit puni. C'est le réflexe principal qu'on a parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe d'autre. Et je peux vous garantir que certains étudiants en droit, même d'un certain niveau, parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi jusqu'en bac+4, à la fac de droit, on ne vous explique pas non plus comment réparer un préjudice corporel. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une distinction, et c'est celle qu'on va vous expliquer, c'est-à-dire que quand on est victime d'un accident de la circulation, d'une agression, du terrorisme, d'une erreur médicale. Il y a plusieurs voies qui sont possibles. Il y a la voie pénale où en fait on déclenche une enquête par les services de police et cette voie, elle sert à rechercher si une infraction a été commise, c'est-à-dire un manquement à une règle de vie en société qui existe dans le code pénal. Les blessures involontaires, les blessures volontaires, la peine qui est encourue va varier en fonction de l'importance des blessures. Donc, on va s'intéresser à la victime dans le procès pénal. On va s'intéresser à la victime pour déterminer la peine qui est encourue par l'auteur des blessures. Ça, c'est une première chose, et c'est souvent la voie principale qui est abordée par la victime qui cherche à avoir une reconnaissance. Sauf qu'en réalité, là où les enjeux se situent vraiment, en tout cas pour l'avenir d'une victime qui est gravement blessée, comme c'est le cas notamment pour les victimes de préjudices corporels lourds qui sont présentes, notamment prises en charge chez FSK, parce que en général, quand on est chez FSK, c'est qu'on a une atteinte médulaire, et donc il y a des enjeux pour l'avenir qui sont importants. Ces enjeux, ils seront plutôt présents dans le cadre civil où le responsable doit réparation à la victime de toutes les conséquences sur sa vie. Et ici, on a un concept qui est celui de réparation intégrale, qui veut que l'on replace la victime dans dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. C'est-à-dire qu'en fait, on a une règle qui est une règle finalement. Le principe de réparation intégrale n'est pas inscrit tel quel dans la loi, mais la Cour de cassation, qui est notre juridiction suprême, c'est la juridiction la plus haute, le vise, ce principe, comme si c'était une règle de droit. Le concept de réparation intégrale impose aux professionnels qui accompagnent, qui doivent indemniser une victime, les assureurs, les fonds de garantie, parfois le responsable lui-même lorsqu'il n'est pas assuré et qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir réparation par quelqu'un qui est solvable, un organisme comme une assurance. Ça nous impose de faire une mesure entre l'état initial, l'accident et de mesurer la différence. Et comment on mesure cette différence? Comment on quantifie cette différence? C'est avec une expertise. Et c'est comme ça que on va transformer un fait, qui est le dommage, il y avait la définition juste avant, le dommage qui est finalement corporel lorsque on est blessé, matériel lorsqu'on a une voiture cassée, lorsqu'on a des factures à payer qui sont en lien avec les réparations de l'accident, ou immatériel lorsqu'on a des loyers qui sont perdus, des revenus qui sont perdus. Et ce dommage, il faut qu'on le transforme en un concept juridique qui est le préjudice. Et finalement, c'est l'atteinte aux droits de la personne. Et donc, on fait d'une réalité pure et concrète, de blessures, de larmes, de sang, on va faire une abstraction pure qui est le préjudice. Et on va le mesurer pour ensuite le retransformer en une notion purement concrète qui est des indemnités et de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait cette illustration. Alors je sais que j'ai pas été compris, mais l'idée c'est de vous dire à quel point on est des petits chimistes d'une certaine manière, puisqu'on manipule, on transforme un fait en une notion juridique un peu comme des chimistes. Et puis en fait,
on construit comme ça quelque chose d'un purement intellectuel pour aboutir à un résultat qui est assez vulgaire d'une certaine manière. Et donc, c'est tout l'enjeu de la réparation du préjudice corporel. Et tout se passe, en tout cas, la première véritable étape est l'expertise médicale. Alors, je crois que voilà, le prochain slide, c'est la nomenclature d'un TIAC, puisque c'est un outil qui nous permet de mesurer ce préjudice. On est dans la deuxième partie de comment mesurer le préjudice. En fait, l'expert médical est le premier interlocuteur de la victime après un long processus où d'abord il est blessé, ensuite il va rentrer chez lui, et puis normalement il est accompagné et quelqu'un lui dit un jour, vous allez rencontrer un expert. Cet expert, je vais vous parler tout à l'heure dans le slide d'après de qui est-ce qui peut être. Est-ce que c'est un expert d'assurance? Est-ce que c'est un expert judiciaire? C'est en général un médecin en tout cas en première intention, qui va rencontrer la victime à la demande du tribunal, à la demande de l'assureur, parce qu'on peut aussi faire des démarches amiables. Parfois, c'est intéressant pour la victime, parfois, ça ne l'est pas. C'est une mesure qui est en général, en tout cas, nous, quand on accompagne des victimes, on sait dire à la victime si c'est intéressant pour elle d'être accompagnée au niveau amiable. En général, ça l'est parce que les assureurs sont assez conscients et volontaires pour accompagner les victimes. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une expertise médicale où on se sert d'un outil qui est la nomenclature d'un TIAC. C'est la nomenclature des préjudices qui est admise en droit français au niveau civil et qui va faire une liste de 20 postes de préjudice euh, qui sont normalement, qui permettent normalement d'embrasser toutes les conséquences d'un accident sur la vie d'une victime, que ce soit au niveau temporaire, entre le moment de l'accident et le moment où son état se stabilise, qu'on appelle la consolidation, et que ce soit permanent, c'est-à-dire pour le futur, à partir de la consolidation, et qui va s'étaler dans le temps. On va avoir à l'intérieur de ces deux parties, deux sous-parties qui sont un peu symétriques, entre les préjudices qui sont extra-patrimoniaux, c'est ce qu'on pourrait appeler, ou en tout cas qu'on appelait peut-être avant 2006, qui est la date de la nomenclature, la date de naissance de la nomenclature, le préjudice moral qui en réalité se décompose en plein de sous-postes. On parle de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel temporaire. On a plein de sous-postes qui permettent de mesurer ça. Et puis, on a d'autres postes qui sont patrimoniaux où en fait, on va faire des additions de factures, on va calculer les pertes de revenus et on va avoir ces éléments de manière temporaire et permanente. Et donc, dans l'expertise, c'est un moment où la victime rencontre et met un visage parfois sur l'assureur quand on est en amiable, c'est le premier humain qu'il va rencontrer. Et parfois, c'est simplement un expert judiciaire, enfin simplement, pas forcément, parce que normalement, c'est, si vous voulez, c'est la partie dont on se sert, l'expertise judiciaire, lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et au moment de l'expertise médicale, on va se retrouver assez nombreux dans une pièce avec le représentant du débiteur de l'indemnisation qui est l'assureur, le médecin expert qui est soit judiciaire, soit missionné par l'assureur, la victime, son avocat et le médecin conseil de la victime. Et on va tous se retrouver autour de cette table pour dire d'abord, est-ce que la victime est consolidée? Ça veut dire, est-ce qu'il est nécessaire de la revoir parce que son état de santé est susceptible d'évolution? Il arrive que parfois on ait besoin de faire plusieurs opérations d'expertise. Et ensuite, l'expert va écouter la victime, écouter ses plaintes, l'examiner, et une fois qu'il aura fait cet examen, on aura une discussion pour déterminer avec l'expert quels sont les préjudices qui sont en lien avec l'accident. Et on va avoir une discussion normalement à plusieurs, où on va se demander, par exemple, les souffrances endurées, à combien est-ce qu'elles doivent être évaluées. Du coup, Et ce Théo, rapport, je me permets de te couper parce que il y a effectivement une question dans le chat
c'est comment prendre en compte l'aspect psychologique dans le cas d'un enfant. C'est exactement ce que tu disais, la mesure psychologique. Et donc il y a Aurélie qui nous pose cette question. Alors, l'aspect psychologique, c'est une question assez vaste, mais je vais essayer de répondre à Aurélie d'une manière. Je vais vous montrer, Aurélie, qu'en réalité, l'aspect psychologique, il est en principe bien pris en compte, surtout quand on est bien accompagné, parce que l'aspect psychologique, admettons que cet aspect psychologique, il démarre au moment de l'accident, c'est-à-dire que cet accident est traumatisant pour cet enfant comme pour un adulte, hein, puisque c'est finalement. Alors, le traumatisme ensuite va évoluer, mais en gros, on a l'événement initial qui est l'accident qui va être traumatisant. Ça, on sait, on arrive à le faire reconnaître assez facilement lors d'une expertise, en fonction des circonstances de l'accident, on arrive facilement à déterminer si cet événement a un retentissement important. C'est notamment la raison pour laquelle les experts demandent si la victime se souvient de l'accident. Parce que en fonction de la mémoire du souvenir qu'on a, ça va permettre d'avoir une mesure un peu plus fine des conséquences. Mais finalement, cet impact traumatisant, il va évoluer dans le temps, jusqu'au moment où on va avoir une stabilisation de l'état de santé de cet enfant, comme pour un adulte. Et donc, la seule différence entre un adulte et un enfant sera peut-être qu'on aura besoin de plus de temps pour mesurer son préjudice, que ce soit au niveau moral ou que ce soit au niveau extra-patrimonial ou patrimonial, mais la mesure sera les outils de mesure seront les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin, l'enfant aura des souffrances endurées, aura un déficit fonctionnel temporaire qui va évoluer en fonction de son atteinte fonctionnelle qui normalement va diminuer au fil du temps jusqu'à se stabiliser. Et en fait, pour les enfants, il n'y aura pas forcément de différence qui sera faite avec un adulte. C'est-à-dire qu'en fait, l'important sera le ressenti, la manière dont l'enfant raconte les choses. Si c'est un enfant qui ne parle pas encore, euh, c'est assez rare. Moi, j'ai jamais rencontré le cas. Mais on pourrait se poser la question et en réalité, par rapport à l'accident, par rapport aux réactions de l'enfant, la description de la maman pendant l'expertise, du comportement, s'il y a des changements, des cauchemars la nuit, des choses comme ça, on arrivera à mesurer à peu près l'impact des séquelles psychologiques. C'est jamais parfait comme mesure. C'est jamais parfait parce que, par exemple, je parle beaucoup des souffrances endurées parce que c'est le poste qui indemnise les souffrances physiques et psychiques. C'est un poste qui est mesuré sur une échelle de 0 à 7 et on est obligé de faire entrer toutes les victimes dans cette échelle. Donc on a finalement un moment où on personnalise, mais on est bien obligé de faire entrer tout le monde dans la même boîte. Et c'est jamais très satisfaisant, mais en général, on y arrive assez bien. C'est vrai que les experts de manière générale, sont formés avec des techniques d'évaluation, notamment pour les souffrances endurées, puisque c'est de ça qu'on parle, avec des barèmes qui sont assez anciens et qui tiennent assez peu compte des souffrances psychiques. Et on s'en est bien rendu compte avec les victimes des attentats de 2015, où les victimes du Bataclan, par exemple, avaient été touchées de manière abyssale au niveau psychologique, mais n'avait pas d'intervention chirurgicale, n'avait pas eu de. Forcément, il y en a eu, mais il y avait beaucoup de victimes qui n'avaient pas de blessures physiques et qui avaient des blessures psychiques énormes et invalidantes. Et on ne savait pas mesurer correctement les souffrances endurées de ces victimes parce que les barèmes dont on disposait faisait souvent varier l'échelle, enfin le quantum de souffrance endurée en fonction du nombre d'interventions chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, de la durée de rééducation, du nombre de séances de kiné. Et ce n'était pas vraiment adapté. Aujourd'hui,
on n'a pas de meilleur outil à ma connaissance. Peut-être qu'il y a des experts, des médecins experts dans l'assemblée qui auront des informations à nous communiquer. Mais à mon sens, c'est toujours le même barème qui sert de référence, qui est le barème qui a été fait par la Société de médecine légale française et qui n'a pas évolué depuis un long moment. Donc, le métier de l'avocat, du médecin conseil surtout, de la victime qui vient l'accompagner à l'expertise, et puis de tous les autres professionnels qu'il va y avoir, parce que on va arriver à l'ergothérapie ensuite, mais de tous les professionnels qui peuvent accompagner la victime, c'est justement de faire valoir certains droits, certaines souffrances qui n'entrent pas nécessairement, en tout cas pas facilement, dans certaines cases. Et ça, c'est important d'être bien accompagné parce que c'est le professionnel qui va identifier des besoins qui n'entrent pas dans les cases presque, je dirais, faciles. Et c'est lui qui va permettre de réunir les éléments qui ensuite feront reconnaître ce besoin. Et donc, on parle de l'aspect psychologique pour un enfant, mais pour une personne blessée médulaire qui a besoin d'aménagement de son domicile, ça va être un sujet qu'il va falloir absolument approfondir parce qu'on ne pourra pas se contenter de dire qu'il faut une douche à l'italienne. C'est souvent le cas dans certaines expertises, en tout cas les premières expertises. Il faut absolument investir ce terrain et là-dessus, je pense qu'Aurélie Anna Dubois a des choses à dire parce que en présence de besoins spécifiques et surtout avec les blessés médulaires, on va avoir besoin de s'allier avec des vrais professionnels. Et là-dessus, Aurélie, je pense que tu auras des choses à nous apprendre. C'est bon, Théo, du coup? Oui, oui, bah, sauf si peut-être que j'aurais des choses à dire pendant ton intervention, mais je te ferai Bah signe, oui, complète. évidemment, je t'interromprai. Complète. Hésite pas. Bah, du coup, je pense que tu peux passer, Claire, la slide, s'il te plaît. Donc du coup, et pour maintenant déboucher sur l'intérêt et la plus-value de l'évaluation ergothérapeutique au sein de la procédure d'indemnisation, déjà, j'ai voulu faire une slide d'introduction sur la différence, la subtilité, parce qu'elle est pas grande, hein, mais entre un rapport d'ergo fait en rééducation et un rapport d'ergo dans le cadre d'une procédure indemnitaire. Donc, c'est vrai que la plupart des mises en situation ergo pour un patient qui est en rééducation sont faites à l'hôpital, dans un milieu qui est favorisant, facilitant, avec une douche à l'italienne, un lit médicalisé, une cuisine thérapeutique tout adaptée, et que quand on se retrouve à domicile pour faire l'évaluation dans le cadre du dommage corporel, on peut être dans un milieu totalement différent, avec une baignoire, pas de lit médicalisé, des transferts qui sont multipliés par 2, voire par 3 quotidiennement, et qui peuvent du coup entraîner de la fatigue, des douleurs qu'on n'avait pas forcément codifiées en rééducation du fait de ce nouveau logement. Donc, bien sûr, les ergothérapeutes à l'hôpital font des visites à domicile, mais voilà, c'est quand même très rare, de par la structure en rééducation et les contraintes de moyens et de temps, de pouvoir tout faire à domicile. La deuxième chose, c'est que souvent, ces mises en situation, elles sont faites de façon isolée. Donc, le lundi, on va faire des mises en situation toilette, le mardi, habillage, le mercredi, course. Et du coup, ça ne montre pas la fatigue qui peut être générée quand on enchaîne ces activités. Et dans le cadre du dommage corporel, on fait une évaluation à domicile sur toute une journée, où ça peut être entre 8h et 18h selon les habitudes de vie du patient. Et du coup, on se rend compte que quand on enchaîne les transferts, la toilette, l'habillage, la gestion des selles, la gestion des sondages, préparer à manger, faire des courses, faire du ménage, aller au basket fauteuil, et ben en fait, on a des victimes qui sont épuisées en fin de journée. Et quand on fait ces mêmes mises en situation séparées, je crois que Théo veut prendre la parole, non? Du coup, il n'y a pas du tout la même fatigue qui ressort. Et puis, donc, troisième point, c'est que souvent, alors je caricature, hein, je ne veux pas vexer mes collègues ergo qui sont peut-être présents dans la salle, hein, mais le rapport d'ergothérapeute en rééducation, c'est vrai que la rééducation, notre objectif principal, c'est que le patient il progresse, il soit le plus indépendant et autonome possible. Et c'est vrai que dans un compte rendu, on a peut-être tendance à plus valoriser les progrès qu'il a fait entre le début et la fin de la rééducation. Et on sait qu'en rééducation, on n'a pas le temps de faire des comptes rendus extrêmement détaillés, même si tous les ergothérapeutes rêveraient de le faire. Voilà, il y a des contraintes hospitalières, malheureusement, et qu'en dommage corporel, à l'inverse, on est
complètement plutôt ciblé sur les séquelles, les difficultés qui persistent, et que du coup, on a parfois certaines victimes où ils sont un petit peu perdus, parce qu'en rééducation, on valorise leur progrès, et en dommages corporels, on pointe du doigt ce qu'ils ne peuvent plus faire. Donc, on revient un peu à la dimension aussi psychologique qui a été abordée auparavant. Et du coup, donc, généralement, c'est bien expliqué par l'avocat au préalable, mais je pense qu'aussi, quand c'est le moment de l'expertise ergo, il faut aussi le redire au patient et le rassurer sur le fait que malheureusement, la procédure impose de mettre en exergue ces difficultés. Et du coup, enfin, pour finir, l'ergothérapeute à l'hôpital, les enjeux, c'est le retour à domicile. Donc, on est le plus souvent sur des questions de sécurité pour organiser l'habillage, la toilette, les soins de sondage, etc. Et pour certaines victimes, en tout cas, au moment de la sortie de rééducation, c'est pas le moment d'aborder le travail, c'est pas le moment d'aborder les loisirs parce qu'ils sont pas prêts à se projeter dans ces activités. Et en dommages corporels, on est obligé de réfléchir à toutes les activités dont leur vie faisait partie, et que du coup c'est pas les mêmes enjeux. Là pour le coup c'est des enjeux sur toute une vie, même si on ne pourra pas prédire la vieillesse, l'aggravation, peut-être, ou si on a le temps, Théo en dira un mot, mais voilà, chez le blessé médulaire on sait qu'avec le vieillissement il est plus à risque d'escarre, etc., et qu'il faudra aussi le prendre en compte dans l'indemnisation. Et enfin, l'Association nationale française des ergothérapeutes le dit très bien, il est très fortement recommandé pour avoir cette pratique d'évaluation de l'ergo en dommages corporels, d'avoir des formations complémentaires pour connaître les différents acteurs dont Théo vient de parler, les enjeux et puis le vocabulaire spécifique, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc, même si on est bien d'accord, c'est l'avocat qui est le garde-fou de tout le domaine de droit et juridique, mais je pense, et je partage l'avis de la NFE, comme quoi il faut, à mon sens, avoir en tête ces enjeux pour rédiger un rapport qui répond aux questions d'indemnisation. Et donc, concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, pardon, Claire? Non? Non, est-ce que je peux juste te dire un mot, Aurélie, si tu permets? Bien sûr. Effectivement, là-dessus, c'est super qu'on puisse avoir un échange ensemble parce que on en a déjà parlé, mais effectivement, le problème qu'on rencontre nous en amont, puisqu'en fait, si vous comprenez bien, en général, dans la vie d'une victime et dans son processus indemnitaire, je rencontre la victime en premier. Et ensuite, on va orchestrer les opérations d'expertise jusqu'à la reconnaissance de son préjudice corporel. Et donc, en première intention, j'interviens. Et ensuite, Aurélie, qui est ergothérapeute, est susceptible d'intervenir pour assurer une certaine reconnaissance de certains préjudices. Et donc, c'est vrai que ce qu'on rencontre, nous, et les difficultés qu'on va identifier très rapidement, c'est que un dossier de rééducation, un dossier médical, est souvent bienveillant. Il est souvent bienveillant parce que on a envie d'encourager la victime, c'est normal. Et puis, la notion d'autonomie à l'hôpital n'est pas la même que l'autonomie dans la vraie vie. Et on peut facilement voir dans des rapports qu'une victime qui ne peut pas vivre seule est autonome dans certains actes de la vie quotidienne, alors que ce qui est sûr, c'est qu'à l'hôpital, tout est adapté, tout est accessible, les ascenseurs fonctionnent tout le temps, ils sont très grands, il y a toujours quelqu'un pour vous ramasser ce que vous avez fait tomber. Et donc, vous rendez pas compte à quel point c'est vos blessures et puis les séquelles que vous avez sont invalidantes. Et vous avez très envie de rentrer à la maison. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez un petit moment où vous avez envie de retourner à l'hôpital. Et c'est à peu près la situation qu'on identifie nous dans les dossiers, c'est-à-dire que ce que vous vivez, ça se voit très bien dans les dossiers. Et donc, le rôle de quelqu'un qui vous accompagne dans une procédure, c'est de bien préparer l'expertise en vous expliquant d'abord que l'expertise, c'est le moment où on voit ce qui ne va pas. Donc ça veut dire aussi que les victimes qui sortent de rééducation, en général, elles sont contentes. Elles vous disent qu'elles se débrouillent. Elles vous disent que finalement, bah oui, je marche avec des béquilles parce que j'ai un syndrome de la queue de cheval. J'ai un sac à dos et du coup, j'arrive à aller m'acheter une bouteille de lait à la supérette. Sauf que les grosses courses, je peux pas les faire. Le ménage, je crois que je le fais parce que de temps en temps, j'arrive à passer un coup d'éponge sur la table, mais la réalité, c'est que c'est pas moi qui le fais. Et ça, les victimes ne s'en rendent pas compte aussi parce que leur but, c'est d'avancer et c'est de survivre. Et nous, on est là pour arriver à mettre le doigt là-dessus. C'est souvent un moment où, du coup, je reçois les victimes au cabinet et où on a un moment où, finalement, la victime
va devoir se rendre compte de l'impact de ces séquelles. Et pour certains types de dommages, et notamment du coup les blessures médulaires, on a besoin, puisque les enjeux sont très importants sur certains postes, et notamment ceux qui sont sur le PowerPoint qui est diffusé en ce moment, on a besoin d'aller faire appel à des vrais professionnels qui ont un regard impartial. L'ergothérapeute de votre centre de rééducation n'est pas le même qu'Aurélie Anna Dubois. Et ça, c'est très important comme message et que je veux faire passer parce que nous, quand on reprend un dossier, d'abord, on a une phase où on prépare la victime à l'expertise dans le sens où on lui explique comment elle va se dérouler, quelles sont les questions qui vont lui être posées et qu'est-ce qu'on va mesurer, mais aussi on va demander à, par exemple, Aurélie de venir rencontrer la victime chez elle, de nous faire une journée type, de nous présenter tout ce quotidien que la victime va rencontrer et ses besoins en aide technique et en aide humaine. Et du coup, ça, c'est très important parce que sans ces rapports, c'est très difficile de faire reconnaître un préjudice comme des besoins en aide humaine chez une personne paraplégique. Et chaque heure, et vous le verrez sur le prochain slide, chaque heure perdue a un impact énorme au niveau économique. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et l'heure perdue, ça peut être aussi une aide technique, ou en tout cas, c'est chaque besoin perdu a un impact énorme. Voilà. Merci Aurélie. Je ne sais pas si je t'ai coupé, je crois. Hein, donc, Aurélie, il y a une petite question pour toi dans le chat de Oui. Maxime. Il demande, voilà, mis à part le diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, quelles autres formations pouvez-vous conseiller pour les ergothérapeutes? Bah, effectivement, alors après, je pense que Théo sera aussi plus au clair sur les différents DU, mais en tout cas, il y a différents DU hein, dans plusieurs villes en France qui proposent effectivement un DU global sur la réparation juridique du dommage corporel. Après, moi, je sais que j'ai fait aussi en parallèle un autre DU qui cible sur l'accompagnement du patient traumatisé crânien en lien avec l'expertise de dommage corporel. Mais à ma connaissance, il n'y a que ces DU. Il y a un master, mais qui est plutôt orienté pour les avocats. Et après, je pense que ce que j'ai oublié de dire et préciser, c'est qu'au-delà du DU, l'Association nationale française des ergothérapeutes recommande aussi très fortement d'avoir une pratique clinique avant, hormis le DU, avant de faire ces démarches d'évaluation. Et ça, on voit bien. Hein. Enfin, il faut absolument connaître parfaitement les pathologies, les enjeux et toutes les répercussions des différents troubles associés qu'il y aura dans la vie quotidienne pour être sûr de ne rien oublier pour avoir une indemnisation plus juste. Donc, je ne sais pas si Théo veut compléter sur les formations. non, sur la formation, en fait, jusqu'à il y a vraiment peu de temps, il y avait très peu de spécialisation et de diplômes en réparation de préjudices corporels. Ce qui est sûr, c'est que pour les avocats, c'est très intéressant d'aller faire le master 2 droit du dommage corporel, qui est un master 2 de droit, donc je ne conseille pas forcément ça à un ergothérapeute. Je pense que le DU que Aurélie a fait est quelque chose de préconisé professionnel ergothérapeute. Et effectivement, ce qui est sûr, c'est que celui qui est le DU traumatisme crânien présente un véritable intérêt et je le sais puisque j'ai travaillé dans un cabinet qui avait où de nombreux avocats avaient cette spécialisation et ça a toujours été, en tout cas, très apprécié des professionnels. Et ça sensibilise à des besoins qui sont spécifiques et à des troubles qui sont spécifiques. Alors moi, je ne l'ai pas ce DU, j'ai approché de près des victimes de traumatisme crânien, donc j'ai été sensibilisé grâce à ces mentors dont je parle. Mais c'est vrai que cette formation, à mon avis, elle est bien. Et effectivement, si vous avez la possibilité de la faire, c'est super. Et une formation sur l'aménagement du domicile?
Bah, ça après on l'a initialement dans nos études. Alors après oui, bien sûr, il y a d'autres formations, aménagement du domicile, de véhicules, préconisation de domotique, de positionnement en fauteuil qu'on peut faire post-diplôme. Mais c'est vrai que c'est des compétences qu'on a déjà au sein de notre diplôme, à la différence du dommage corporel où dans certaines écoles d'ergo, il y a au moins une sensibilisation et ça je pense que c'est essentiel. Mais il n'y a pas en tout cas autant de matière de cours que sur l'aménagement du domicile qu'on a initialement dans notre diplôme. Et Aurélie, il y a une question, Aurélie et Théo, je vous l'envoie dans le chat, qui est assez complexe. Dans le cadre, donc c'est François, dans le cadre d'une procédure juridique à son début, responsabilité du gestionnaire de voirie encore à juger. Et donc, au tout début, l'expertise médicale en octobre, est-il pertinent de s'auto-mandater pour faire une expertise ergothérapie pour étayer le dossier médical? Vas-y Théo. Je réponds parce que je pense que c'est une question qui est plus globale que simplement l'ergothérapie. C'est une question de stratégie. Là-dessus, je pense que il faut que vous interrogiez l'avocat qui vous accompagne ou en tout cas le juriste. Et si vous n'en avez pas, je pense que ce qui est le plus pertinent aujourd'hui, c'est de prendre conseil parce que je pense que l'enjeu enfin, en fait, je connais pas la nature des blessures de la victime dont on parle, mais un avis d'ergothérapeute est toujours intéressant. Maintenant, est-ce que c'est justifié, nécessaire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ce sera bien reçu par l'expert médical qui va lire ce document? Franchement, c'est une appréciation qui dépend de plein de choses dans le dossier, de la stratégie qui va être adoptée. Et là-dessus, je peux que vous encourager à prendre conseil et voilà. Ben voilà. Donc, François M a dit qu'il demandera à son avocat. Je pense effectivement que proposez-lui parce que c'est précieux, un avis d'ergo. Si vous pouvez le faire, c'est super. Nous, on est toujours demandeurs quand quelqu'un a une connaissance, même si c'est quand même pas mal de le faire faire à quelqu'un qui a cette formation-là, parce que il y a des termes, il y a certains besoins à identifier qui sont pas forcément des besoins qu'un ergothérapeute classique qui est dans la rééducation va avancer. Donc, voilà. Très bien. Allez, on avance. À toi, Aurélie. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, le premier objectif, c'est que j'essaye de recenser les habitudes de vie antérieures de la victime. Alors bien sûr, c'est déjà abordé avec l'avocat et le médecin expert au préalable, mais c'est vrai que souvent, lors du bilan ergo, il y a plus d'occupations et d'activités qui ressortent. Et donc, le but, c'est vraiment de recenser très précisément la quantité que le patient avait d'activité, la durée, la fréquence, s'il peut avoir des preuves, photos et licences, etc., pour justifier ses habitudes de vie antérieures, c'est mieux. Et du coup, ça va être la base pour après, par la suite, définir les besoins en tierce personne et en aide technique. Pour exemple, si vous avez un patient qui est une victime paraplégique qui avait l'habitude de faire des treks au Népal chaque année, on pourra facilement lui préconiser une joëlette et 2 tierces personnes pour manipuler cette joëlette. À l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais fait de ski de sa vie, ça sera difficilement, voire absolument pas argumentable de lui faire financer un fauteuil de ski au vu de ses habitudes de vie antérieures qui n'étaient pas du tout en rapport avec le ski. Et la problématique, vu qu'il y a une question sur l'enfant qui a été posée, c'est que chez les jeunes victimes enfants, effectivement, ils n'ont pas d'habitude de vie antérieure. Et du coup, la question se pose sur quelles activités indemniser, sachant qu'il n'en avait pas, il n'a pas eu le temps de se construire une vie. Donc, je laisse cette question en suspens, on n'a pas le temps d'y répondre. Là-dessus, j'ai une réponse très rapide, Aurélie, c'est que effectivement, pour les adultes, nous, en fait, le sujet, c'est d'indemniser l'impossibilité ou la limitation d'une victime à reprendre ses activités de loisirs antérieures. Pour un adulte, effectivement, puisque le but est de la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans l'accident, il faut démontrer qu'elle pratiquait ces activités avant. Pour un enfant, effectivement, les juridictions et du coup les assureurs qui s'en rapportent aux décisions des tribunaux sont un peu plus flexibles parce qu'effectivement, on considère que l'enfant n'a pas eu la possibilité de découvrir ses passions, ses loisirs, et donc c'est un préjudice d'agrément qui s'indemnise
un peu plus facilement qu'un adulte. Voilà. Sans entrer dans le détail, c'était un peu pour rassurer certains qui pourraient se poser la question. Et après, donc, au regard de ses habitudes de vie, du coup, je réalise l'évaluation situationnelle. Donc, je me rends au domicile de la victime, donc son domicile. Mais encore une fois, s'il a repris une situation professionnelle ou certains loisirs, je peux être aussi amené à me déplacer sur son lieu de travail et l'accompagner, par exemple, pour un patient, une victime paraplégique qui va faire du basket fauteuil 3 fois par semaine, me rendre dans son club de basket pour évaluer toutes les activités dans son quotidien. Et donc, pour chaque activité, on met un petit peu en avant est-ce que le patient est autonome et indépendant. Alors, c'est vrai que cette notion, c'est assez propre au jargon de l'ergothérapeute qu'il faut souvent expliquer. Donc, l'autonomie, c'est plutôt lié à la volonté de s'engager et d'initier une activité. Donc, ça, on sait que c'est plutôt déficitaire chez le patient traumatisé crânien. Et l'indépendance, c'est la capacité physique à pouvoir faire une activité qui, là, est par contre beaucoup plus impactée chez le patient blessé médulaire. Cependant, on a quand même de nombreux aussi victimes blessées médulaires qui ont un TC associé et même un TC léger. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que même un TC léger qui d'extérieur n'a aucune séquelle engendre une fatigue chronique qui va s'accentuer à la fatigue de la lésion de la moelle épinière. Et cette fatigue et cette douleur, elle est hyper importante à mettre en exergue et que justement, un patient paraplégique, le matin, il peut très bien faire ses transferts tout seul. Et le même transfert à 18h, après avoir fait toilette, habillage, repas, sport, et bien potentiellement avec la fatigue, les douleurs, une spasticité qui s'est accrue au cours de la journée, et bien il ne sera plus en capacité de faire ses transferts, ou tout du moins, il y aura une mise en danger qui pourrait être réelle et avérée et qui va nous permettre de justifier un besoin en aide humaine. Alors que potentiellement, ce même transfert, au cours d'une expertise médicale dans un bureau, il pourrait être tout à fait capable de le réaliser correctement sans se mettre en danger. Donc, les besoins en assistance tierce personne, faut les définir. Est-ce que c'est de la tierce personne active? Est-ce que la victime a besoin d'un lève-personne, par exemple, et d'une aide humaine pour le manipuler? Est-ce que c'est de la surveillance, dans le cas, par exemple, des transferts qui peuvent être à risque de chute, ou de l'incitation? Et ça, c'est plutôt dans le cadre des victimes avec un traumatisme crânien. Est-ce qu'elles arrivent à s'engager ou est-ce qu'il faut les guider constamment dans les activités à faire au cours de la journée? Et puis, les besoins en aide technique, donc est-ce qu'elles sont viagères, occasionnelles? La durée de renouvellement, donc ça, par exemple, si on reprend l'exemple du ski, on ne va pas renouveler un fauteuil de ski et on verra le prix tout à l'heure. On ne va pas le renouveler autant entre une victime qui allait au ski tous les week-ends et une victime qui allait au ski une fois par semaine. Enfin, une semaine par an, pardon. Et puis, il faudra aussi notifier la prise en charge sécurité sociale ou non selon les aides techniques parce que la sécurité sociale pourra, dans certaines circonstances, se faire rembourser les frais engendrés pour la victime. Et donc, ces aides techniques et ces tierces personnes, on l'a dit, c'est en rapport avec les habitudes de vie et on peut aussi s'appuyer sur des données scientifiques de la littérature où les médecins déjà en expertise médicale l'utilisent beaucoup pour justement appuyer ces besoins. Donc, on sait, par exemple, chez les patients et les victimes tétraplégiques hauts qu'ils ont des troubles de thermorégulation et que c'est des victimes qui ont besoin constamment d'être couverts, découverts. Et donc, ça justifie un besoin d'aide humaine. Ou par exemple, récemment, l'HAS et l'OMS ont bien mis en exergue la promotion de l'activité physique et sportive dans les pathologies chroniques, dont la lésion de la moelle épinière, et que c'est important de leur permettre d'accéder à une activité sportive. Tout à fait. Pour les besoins d'aménagement de logement, donc on l'a déjà un peu cité, donc bien sûr l'expertise architecturale est tout à fait complémentaire de celle de l'ergothérapeute d'un point de vue faisabilité technique. Donc ça sera évalué effectivement si le logement principal ou le logement secondaire, dans le cas où la victime aurait 2 logements, est accessible. Est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux? Est-ce qu'il y a besoin de mètres carrés supplémentaires du fait d'une déambulation en fauteuil roulant? Et dans le cas des patients ou des victimes tétraplégiques notamment, qui auraient une aide humaine 24 heures sur 24, il faut penser par exemple à ce qu'il y ait une chambre pour la tierce personne la nuit, ce qu'il y a très rarement de base dans les logements. Et puis voilà, si c'est un logement de plein pied ou un logement sur niveau, la victime a le droit d'accéder à toutes les pièces, même si c'est pas les pièces principales, elle a le droit d'accéder aux chambres de ses enfants si c'est à l'étage et du coup d'avoir un ascenseur pour maintenir son rôle parental par exemple. Et les besoins en aménagement de véhicules, du coup, je l'aborderai plutôt dans la slide d'après pour gagner un peu de temps. Donc, je redonne la parole à Théo. Merci Aurélie. Effectivement, du coup, en fait, l'avis de l'ergothérapeute va nous permettre de faire valoir certains besoins, de défendre certains besoins auprès de l'expert médical qui va mesurer, et en tout cas qui a la charge de déterminer le besoin de la victime et son préjudice. Et à la fin de
ce processus, on va avoir un rapport d'expertise qui va être d'étape lorsque la victime n'est pas encore consolidée au plan médico-légal. Ça veut dire que son état n'est pas stabilisé de manière un peu simpliste. Et lorsqu'il est définitif, on a une mesure précise de l'impact de l'accident sur sa vie entre l'accident et la consolidation et sur sa vie future, avec toujours la possibilité de réouvrir le dossier en aggravation. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait presque faire un autre webinaire là-dessus, mais je voulais quand même le dire pour vous rassurer. Et donc, ce rapport d'expertise, la victime en général est un peu perdue parce que elle va se focaliser sur, et j'ai le cas en tout cas pas tous les jours, mais en tout cas je suis consulté assez souvent par des victimes qui viennent me voir à ce stade-là en me disant je comprends pas ce rapport parce que le rapport, parfois l'expert va faire certaines erreurs. Il va dire que la victime était à pied alors que la victime était en vélo. Il va y avoir certaines erreurs qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'impact sur la suite. Et elles vont se focaliser là-dessus, alors que en fait, c'est la dernière page qui compte. Cette page, en une page, on a finalement une mesure précise, en tout cas selon notre droit, de l'impact de l'accident avec des pourcentages, des échelles de 0 à 7 pour le préjudice esthétique, pour les souffrances endurées, des nombres d'heures, ça c'est pour les besoins en aide humaine. On en a parlé tout à l'heure avec Aurélie, et c'est vrai que le rapport d'ergothérapeute nous permet de montrer un peu mieux ce qu'est le quotidien d'une victime, parce que c'est vrai que parfois en expertise, quand la victime a pris sa journée pour venir et que du coup elle est reposée, bah, elle va faire son transfert pour aller sur le lit d'examen beaucoup plus facilement que si elle avait fait une journée de transport, de travail, et puis elle s'était occupée de ses enfants. Donc c'est important d'avoir ce rapport. Et puis on a des nombres de jours. Et tout ça, toutes ces mesures vont nous permettre de faire ensuite à nous, les juristes, une évaluation financière du préjudice. Et c'est comme ça, c'est seulement comme ça qu'on va considérer que la victime est réparée. Et donc, c'est important d'avoir une bonne évaluation médicale parce que derrière, il faut faire une évaluation financière. Et si vous n'avez pas si vous avez une mauvaise évaluation médicale, ce sera jamais équitable pour la victime parce que il y a deux filtres. Et donc, on se retrouve avec parfois des, une mauvaise évaluation médicale, une mauvaise évaluation financière et il faut tout reprendre à zéro. Donc, c'est important de ne pas rater ce coche parce que la suite est lourde aussi. Et je pense qu'on a un slide qui arrive juste derrière sur l'évaluation financière. Effectivement, voilà, merci. On a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tout à l'heure, Aurélie a parlé de l'espérance de vie. Nous, les juristes, nous servons de barème de capitalisation avec des taux d'inflation prévisibles, des taux d'intérêt prévisibles, des espérances de vie selon les tables INSEE les plus récentes, en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'avoir. Et on a différents barèmes, certains qui sont faits par les assureurs, certains qui sont faits par les avocats de victimes. Et donc, en fait, euh, on va se servir de différents outils pour arriver à mesurer tout ça. Parmi les outils, on a donc le rapport d'expertise, on a les avis spécialisés. Évidemment, quand une victime est accompagnée d'un avocat, on va essayer parfois de s'affranchir du rapport pour arriver à montrer un peu plus ce qu'est la réalité. Si notamment on a un débat sur les besoins en aide humaine, que le rapport d'ergothérapeute nous dit qu'il y a besoin de 24 heures sur 24 parce que la victime a besoin d'avoir quelqu'un, si elle se lève la nuit, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la surveiller ou pour l'aider, alors que l'expert nous donne 6 heures, il va falloir quand même s'accrocher si on veut rester avec le même interlocuteur, si on ne veut pas faire de procédure, on va se servir encore de cet avis. On peut s'affranchir du rapport d'expertise. On va aussi avoir des outils qui sont plutôt d'ordre financier, c'est les barèmes de capitalisation dont je vous ai parlé, et on va se servir aussi des décisions des tribunaux. Les décisions des tribunaux nous permettent d'orienter, de savoir quelle est la somme qui peut être obtenue pour la victime en fonction d'une évaluation du rapport d'expertise ou en fonction d'un besoin. Et avec tout ça, on arrive à avoir une réclamation financière complète, et vous allez vous apercevoir sur le slide d'après que une mauvaise évaluation médicale peut avoir un impact énorme
et qui peut varier encore derrière en fonction des outils que le professionnel qui fait la réclamation utilise. Et donc, c'est comme ça que c'est une idée d'Aurélie, ce tableau. Donc, peut-être qu'Aurélie, tu veux en parler. Mais simplement pour vous donner un ordre d'idée, on a des différences du simple au double. Voilà. Aurélie, est-ce que Ouais. tu... Oui. Bah, du coup, alors il n'y a pas que moi, Théo aussi, on s'est dit que ça serait bien d'illustrer avec des exemples, parce qu'on ne savait pas trop le public qui allait assister à ce webinaire. Donc, on a essayé de prendre de l'aide technique la plus petite et avec un prix, voilà, on va dire 50 € dérisoire, jusqu'à une grosse aide technique tout en bas, où le prix initial d'achat est de 55 000 € par exemple. Donc, on a parlé plusieurs fois des habitudes de vie antérieures. Bon, bah, la première que j'ai mise, c'est une aide technique pour pêcher pour, par exemple, une victime tétraplégique. Voilà, si c'est quelque chose qui est important pour elle, alors certes, ça ne diminuera pas forcément l'aide humaine parce qu'il faudra toujours une aide humaine pour d'autres tâches que la pêche autour de cette activité. Mais en tout cas, voilà, ça peut être important aussi de lui permettre de participer à cette activité par cette aide technique, même si c'est une participation partielle. Ça va participer à sa valorisation, l'estime d'elle-même et sa qualité de vie. Donc là, on voit que c'est une petite aide technique à 50 € qu'on peut renouveler selon, encore une fois, le temps d'utilisation et la fréquence d'utilisation. Les manches grossies qu'on retrouve fréquemment et qui est une aide technique très basique et très peu cher pour aider les victimes tétraplégiques à saisir des objets, mais même très peu cher, on voit que sur toute une vie, on est au-delà de 1 000 €. Et puis, ce qui est rarement pensé, l'ALES, chez des patients, encore une fois, victimes tétraplégiques qui ont besoin de une, voire plusieurs ALES quotidiennement pour avoir une exonération des selles faites au lit par une infirmière, on voit aussi qu'on chiffre considérablement sur toute une vie où il faut penser à faire indemniser ces ALES. Et puis, voilà, des autres aides techniques auxquelles on ne penserait pas forcément. Là, j'ai mis un exemple d'un fauteuil pour peser. Il y a certaines victimes, dans leurs habitudes de vie, elles avaient pour habitude de se peser tous les jours. C'est un élément qui est important pour elles. Et on sait d'autant plus que chez le blessé médulaire, il y a une prise de poids. Il y a 20% environ des patients blessés médulaires qui sont en surpoids. Et on sait que ce surpoids, avec le vieillissement, va potentiellement entraîner des escarres, accentuer les douleurs d'épaule. Donc, c'est une notion importante à suivre. Et autant les victimes tétraplégiques auront souvent sur leur lève-personne un indicateur de poids, autant la victime paraplégique qui fait ses transferts, elle ne peut pas se mettre debout sur une balance. Et du coup, il existe des fauteuils ou des plateformes de pesée, sachant que, voilà, encore une fois, le but, c'est de diminuer les transferts. Et l'avantage d'une plateforme, même si elle coûte plus cher que le fauteuil de pesée, le patient, la victime, peut s'installer avec son fauteuil manuel, son fauteuil douche, son fauteuil électrique, sans multiplier les transferts. Ouais. Et c'est ce qui permet d'argumenter entre différentes aides techniques dont l'objectif est le même, c'est de pouvoir peser la personne. Le fauteuil de ski, on en a parlé, donc on voit que c'est un prix non négligeable. On est aux alentours, selon les modèles, de 9 000 €. Et puis les fauteuils, donc les fauteuils chez la victime blessée médulaire, c'est l'aide technique un peu centrale. Et si on prend l'exemple d'un fauteuil verticalisateur, donc là j'ai déduit en plus la prise en charge sécurité sociale. Alors bien sûr, il y a des modèles qui sont beaucoup plus chers, c'est à adapter en fonction des besoins de la victime, mais on sait aussi, ça a été prouvé dans la littérature, que la verticalisation, autre que l'aspect social, estime de soi, d'être à la hauteur de tout le monde, il y a des bienfaits au niveau du transit. Donc c'est important de pouvoir permettre à la victime de continuer à pouvoir se mettre debout, sous réserve qu'il y ait bien sûr un accord médical. Et puis, quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, donc c'est le robot Jaco qui est tout en bas de la slide. Donc, c'est un robot de suppléance et de compensation du membre supérieur qui est notamment préconisé chez les patients tétraplégiques C4, donc qui ont uniquement une mobilité de tête. Et donc, c'est un robot qui est manipulé par le joystick du fauteuil qui permet d'avoir des préhensions via le robot pour pouvoir, par exemple, tenir un verre, tirer une couverture, manger, qui nécessite bien sûr un accompagnement et des heures d'entraînement. Donc, ça met aussi un peu en exergue qu'il n'est pas uniquement besoin d'indemniser une aide technique, mais aussi le fait qu'il faut plusieurs heures d'entraînement avec un professionnel qui connaît cette aide technique. Et donc, ça, c'est aussi important de le chiffrer. Et donc là, on voit qu'on est aussi sur une aide technique qui coûte très, très cher. Et puis, on voulait aussi parler avec Théo, qu'on n'a pas mis sur la slide, mais notamment chez les victimes blessées médulaires, il y a la question bientôt, très très bientôt, de l'exosquelette. Jusqu'à présent, on avait des exosquelettes qui étaient dédiés à la rééducation et on commence aujourd'hui à voir arriver sur le marché des exosquelettes dédiés à l'usage personnel pour le domicile. Donc voilà, c'est une question qui va se poser bientôt dans le processus d'indemnisation, de pouvoir permettre à ces victimes blessées médulaires de pouvoir
remarcher dans certaines conditions, bien sûr, via ces nouvelles aides robotiques, mais que ce soit un exosquelette ou d'autres. Il y aura d'autres avancées technologiques dans le futur, et du coup, ça posera question dans l'indemnisation. Est-ce que je peux intervenir, Aurélie? Bien sûr. Merci. Ce que je voulais dire, c'est effectivement que, euh, en fait, quand on est dans une procédure avec un responsable, ce responsable doit à la victime l'indemnisation de son préjudice. Ça veut dire qu'on est au-delà des considérations de la sécurité sociale et des prises en charge de la sécurité sociale. Et donc, la victime ne doit pas se limiter à ce qui est offert centre de rééducation, classiquement, sans forcément se poser la question de est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce qu'il n'existe pas plus léger, plus maniable, plus moderne, plus technologique? Quand elle a un responsable qui lui doit l'indemnisation, elle doit se poser la question de ce qui est le plus adapté à sa situation, indépendamment de la prise en charge sécu, parce que le responsable va prendre en charge la différence. Et c'est important d'avoir une reconnaissance au stade des opérations d'expertise parce que ça va permettre justement cette prise en charge. Et vous allez voir dans les exemples, et du coup, moi, je repars sur la partie financière, que en fonction de la reconnaissance qu'on a, de la durée de renouvellement et du barème de capitalisation qu'on utilise, schématiquement, vous allez voir, il y en a un qui est un peu plus ancien que l'autre, et il y en a un qui est fait par les assureurs, qui est pas mauvais dans l'absolu, en tout cas dans l'esprit, dans sa construction, n'est pas mauvais, puisqu'il servait à être calé sur le barème qui est utilisé par la sécurité sociale. Donc il est dans une démarche intellectuelle qui est pas malhonnête, et le barème qui est construit par les avocats de victimes, qui est le GP, qui est renouvelé aussi le plus souvent possible, BCRIV construit par les assureurs, Gazette du Palais construit par les avocats. Et vous allez voir qu'en fonction de l'année, en fonction de plein de facteurs, on ne va pas avoir le même indice pour la même victime au même âge. Et donc, on va parfois avoir un préjudice, on va considérer que la victime est réparée intégralement de son besoin en fauteuil roulant électrique verticalisateur, dans un cas en lui donnant 390 434 euros, et dans l'autre en lui donnant 174 156 euros. Donc, c'est important là d'être accompagné vraiment au stade de l'évaluation professionnelle comme un ergothérapeute qui pourra arriver à valider le besoin, parce que finalement, l'ergothérapeute, il vient, et Aurélie, tu me dis si je me trompe, mais l'ergothérapeute, il va venir confirmer que ce besoin existe et que cet outil va permettre de remplir ce besoin. Et à partir, avec un document comme ça, qui est un document médical, en tout cas, il y a une évaluation qui est indépendante de toutes les conséquences financières. Nous, ça va nous permettre de faire valoir ce besoin. Donc, ensuite, il faut avoir quelqu'un qui puisse manier ces outils parce que il y a certaines victimes qui me consultent, moi, au moment où l'offre est faite par l'assureur parce qu'elles n'étaient pas accompagnées. Et les barèmes de capitalisation sont anciens de plus de 10 ans par rapport à ceux que je vous présente. Ça veut dire qu'elles ont des offres qui sont, vous imaginez. Et elles ne comprennent pas quel est cet indice, d'où est-ce qu'il sort, pourquoi est-ce qu'on utilise cet indice, qu'est-ce que ça répare. Donc vraiment, vous voyez les enjeux, vous voyez que parfois on est du simple au double, que c'est pas grave quand on fait du 2 euros à 4 euros, mais que quand on parle de 200 000 à 400 000 euros, il y a un delta qui est trop énorme et ça correspond à des besoins que vous pourrez peut-être, la victime pourra peut-être pas, auxquels la victime pourra peut-être pas faire face si on n'est pas vigilant. Voilà. Donc après, ce qui est sûr, c'est qu'on fait toujours des projections, c'est jamais parfait, mais l'idée, c'est d'être au plus près de la réalité au moment où elle est indemnisée. Voilà, tout simplement ce que je voulais ajouter. Merci Théo. Ah oui, on a des bons exemples encore qu'Aurélie a mis. Du coup, donc pour l'aménagement de véhicules, donc c'est vrai qu'il y a certaines victimes blessées médulaires qui ont une tétraplégie haute, par exemple, qui ne peuvent malheureusement pas accéder à la conduite automobile. Mais en tout cas, voilà, pour leur qualité de vie et leur dignité, c'est important qu'elles aient accès à un véhicule quand même pour pouvoir se déplacer. Et puis, donc là, on a exemple, par exemple, à gauche d'un véhicule. Alors sur la photo, c'est pas très net, mais parfois des véhicules où la rampe, elle accède juste au coffre, pardon.
Et la photo du milieu où la rampe, le véhicule est décaissé jusqu'au milieu, par exemple, du véhicule, et que du coup, on a dans la photo du milieu une victime qui n'est pas uniquement installée dans le coffre, qui déjà d'une n'est pas confortable pour elle parce qu'elle est sur les suspensions arrière du véhicule. On a beaucoup de patients qui se plaignent de douleurs cervicales. Et de deux, qui du coup lui permet quand même de socialement pouvoir être intégré au sein du véhicule, d'avoir une conversation avec les personnes au sein du véhicule, et du coup de restaurer un petit peu plus sa position sociale et sa qualité de vie. Et pour les victimes qui pourraient conduire, notamment si on reste chez des victimes tétraplégiques, qui souvent sont parfois en conduite embarquée, donc c'est-à-dire une conduite embarquée, c'est le fait de conduire dans un fauteuil roulant électrique, et donc c'est la photo de droite, où on est sur des véhicules où là il faut que ce soit entièrement automatisé, donc il faut que la rampe soit automatisée, la porte, il faut que tous les aménagements de conduite soient adaptés en fonction des capacités fonctionnelles de la victime. Et donc là, vous voyez qu'entre un véhicule passager et un véhicule accès conduite automobile, on est du simple au double, encore une fois, et que bien souvent, pour des patients tétraplégiques, en rééducation, on sait, vous voyez les prix, que c'est inabordable sans produit. On t'entend plus. Ah, c'est bon. Ah, mais je crois que depuis le début, on m'entend pas. Si, vas-y. Ah, bah, je sais pas. On était du simple au double en fonction si tu es passager ou conducteur. Ah, non, en fait, je crois que c'est le chat qui appuie sur le truc. Pardon. Et donc, voilà, donc je disais que pour les victimes tétraplégiques, bien souvent, la conduite embarquée, au vu des sommes astronomiques, malheureusement, c'est pas abordé en rééducation, et que dans le cadre de la procédure indemnitaire, c'est important pour leur projet de vie de pouvoir justement leur permettre d'accéder à cette capacité de conduite, et que bien souvent, si en plus on met en exergue toutes leurs difficultés et qu'on leur permet d'y accéder au mieux qu'on peut avec les aides qu'on a, voilà, ça permet aussi à la victime de pouvoir avancer dans sa vie, de pouvoir avancer dans son processus de deuil, de résilience. Et voilà, c'est un peu le rôle un peu thérapeutique aussi de l'expertise, de pouvoir lui permettre des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et donc, au-delà de l'aménagement du véhicule, il y a aussi le prix du véhicule, parce que bien souvent, les victimes n'ont pas un énorme véhicule comme ça dans leur vie. Et donc, c'est important aussi, au-delà de l'aménagement, de payer le véhicule qui est nécessaire et obligatoire pour les aménagements. Et vous voyez que du coup, là, on est sur quasiment 100, enfin, plus que 180 000 euros pour un véhicule type en conduite embarquée chez, par exemple, une victime tétraplégique. Et là-dessus, j'interviens aussi. En général, il y a un temps où la victime est blessée et est en mode survie, n'a plus d'argent pour faire face à des besoins de la vie quotidienne, et où il va falloir commencer à faire des acquisitions comme ça, qui de trésors, et où dans On a perdu Théo. Bon. Il va revenir. Hop. Merci. Désolé, je ne sais pas pourquoi, je suis exclu du live. Je t'ai repris avec nous. On avait la possibilité, lorsqu'il y a un tiers responsable, d'obtenir des provisions qui permettent de faire des achats comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'avancement du dossier, le débiteur de l'indemnisation, qui est quand même souvent un assureur, est au courant de la situation. On lui signale qu'il y a des gros besoins, on débloque des grosses provisions qui permettent d'avancer dans le projet de la victime. Et là où ça peut bloquer, des devis permettent de montrer le besoin et de quantifier ce besoin sans forcément sortir une trésorerie importante qui sert au jour le jour quand on est dans la phase aiguë et dans la convalescence. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gros besoins quand on est blessé, médulaire, tétraplégique, paraplégique, notamment pour le véhicule. Ces besoins sont pris en charge par l'assureur, et si jamais ils ne sont pas pris en charge avant l'indemnisation finale, on peut quand même le faire reconnaître. Très bien. Voilà. Après, il y a, je crois que voilà, on parle de l'aide humaine permanente. Aurélie, tu voulais peut-être dire deux mots. En fait, c'est toujours le même sujet, c'est l'impact de l'évaluation des besoins dans l'expertise médicale,
un rapport d'ergothérapeute, notamment parce que les besoins en aide humaine, lorsqu'ils sont importants, ils sont importants à partir d'une heure par jour, puisque vous voyez, le calcul d'un besoin d'une heure par jour d'une victime âgée de 25 ans au moment de la liquidation, ça a une traduction financière qui peut être très une heure par jour dans la vie d'une victime, indemnisée selon les standards actuels, euh, en tout cas dans les moyennes des décisions des tribunaux et dans les transactions avec les assureurs, ça peut avoir un impact de l'ordre de 600 000 euros. Donc c'est très important de bien investir ce terrain et de se donner les moyens d'aller chercher une véritable reconnaissance. L'idée n'étant pas d'obtenir 120% du préjudice de la victime, mais 100%. Et pour aller chercher ces 100%, il faut absolument se battre parce que celui qui doit l'indemnisation à la victime ne va pas forcément creuser pour nous. Donc il faut absolument être actif dans la reconnaissance de son préjudice. Voilà. J'avance? Oui, je crois qu'on peut avancer. On va parler simplement des points de vigilance. Là, j'y vais et Aurélie, je te laisse m'interrompre s'il y a certaines choses. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que le processus indemnitaire est long et il y a certaines étapes un peu complexes. À partir de là, il faut être vigilant. Être vigilant, ça veut dire qu'il faut réunir des preuves dès le départ, des preuves de son préjudice, mais aussi des preuves des circonstances de son accident, de son agression, parce que parfois l'enquête n'est pas forcément complète. Il y a des débats sur les circonstances de l'accident. Est-ce que le conducteur a commis une faute ou pas? Donc, autant qu'on peut, c'est bien de réunir des preuves, des témoignages, des photographies. Et ensuite, une fois que le principe du droit à indemnisation est acquis, euh, l'important est de bien préparer l'expertise. Bien préparer l'expertise, ça veut dire réunir un dossier médical complet. Et ça, c'est vrai qu'en général, quand on reçoit des victimes au cabinet qui sont au début de leur démarche et qui viennent d'avoir leur accident, elles pensent avoir un dossier médical complet parce qu'elles ont ce qu'on leur a donné. Et l'important, c'est d'aller chercher tout le reste qui permet une véritable reconnaissance du préjudice parce que quand on sort de l'hôpital après 2 mois d'hospitalisation et qu'on a un compte-rendu d'hospice qui fait 5 pages, ça documente pas trop les souffrances psychologiques, les souffrances physiques, la nuit, le fait qu'il y ait une hospitalisation complète pendant 2 mois, qu'il n'y ait pas eu de permission de sortie. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut absolument documenter parce que ça vient permettre une reconnaissance totale de ce genre de préjudice. Et surtout, je pense qu'une fois qu'on vous a tout dit sur euh, les pièges de l'expertise, je pense que l'important est aussi de bien s'entourer de professionnels qui savent de quoi on parle. Aller à l'expertise avec son médecin traitant, c'est rassurant, mais c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut absolument toquer aux bonnes portes. La bonne nouvelle, c'est que FSK vous donne pas mal d'infos, pas mal de contacts. Et c'est vrai que je pense que se faire orienter vers un professionnel, que ce soit un juriste, que ce soit un ergothérapeute, que ce soit un médecin conseil, et puis tous les autres qui sont sur la plateforme Navigator, c'est important quand on est blessé comme ça parce que vous avez des droits. Et il faut se battre pour aller les chercher malheureusement. C'est-à-dire que quand on est victime, on est victime. Ensuite, il faut quand même prouver son préjudice. Et c'est un combat, ça demande de l'énergie, ça demande de la paperasse et on n'a pas forcément le temps. Il faut se concentrer sur sa rééducation. Donc, c'est important de bien se faire entourer. Voilà. Et Ah oui, il y a ce dernier point de vigilance, effectivement. Je pense que effectivement, les victimes ont souvent pour plein de raisons, il y a notamment le jeu d'une convention entre assureurs qui fait que, en première intention, on va avoir son propre assureur quand on est conducteur d'un véhicule, ce propre assureur va venir chercher des infos pour commencer à vous indemniser. Et ensuite, l'assureur adverse va prendre le relais en fonction de la gravité du préjudice. Et en définitive, quand les préjudices
assureur adverse. Et cet assureur adverse, si vous n'avez pas d'avocat ou si vous n'êtes pas renseigné sur la procédure, va venir de manière honnête d'ailleurs, parce que les assureurs ne sont pas des voleurs dans l'acception de, en tout cas dans ce qu'on entend, c'est un mythe. L'assureur a une démarche de réparation du préjudice corporel, c'est ça, selon sa conception, mais en tout cas, il va faire des premières démarches sans que vous ayez forcément un avocat. Et il faut rester vigilant parce que cet assureur qui est au premier abord sympa, ça peut devenir un adversaire. Ça peut devenir un adversaire sur plein d'aspects et donc il faut se méfier des informations qu'on donne à la personne qui doit la réparation de votre préjudice corporel, de manière générale. Très bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en ce qui me concerne. Est-ce que toi, Aurélie, tu as des Juste choses à 2 ajouter? petits points, mais je sais ce qu'on en avait parlé avec Théo. Ah, ça fait écho. Qu'il faut pas aussi hésiter, parce que là, on a parlé exclusivement de la victime, hein, qui est forcément le centre de l'évaluation, mais il y a aussi les victimes indirectes, hein, donc les proches, la famille, qui peuvent demander aussi réparation de certains préjudices moraux ou financiers. Et puis le second petit point que j'ai dit rapidement, mais voilà, les patients blessés médulaires, ils vieillissent, et donc leur état de santé peuvent s'aggraver, et dans ce cadre-là, vous pouvez aussi redemander la réouverture et avoir une indemnisation supplémentaire en fonction de l'aggravation de votre état de santé. Et donc, il ne faut pas hésiter à retourner voir votre avocat de dommages corporels pour voir les possibilités ou pas de faire valoir cette aggravation de votre état de santé. Voilà, sinon, rien d'autre. Oui, Aurélie, tu as raison. Et effectivement, du coup, je rebondis. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher. Les victimes, en fait, les victimes directes d'un accident ou d'une agression ne sont pas les seules. Il existe aussi des victimes par ricochet. C'est en général les proches. Et ces proches ont des droits qu'on peut évidemment faire reconnaître. On n'a pas forcément d'ailleurs besoin d'expertise médicale pour ça. Et effectivement, parmi ces droits, on va avoir des préjudices plutôt d'ordre financier, patrimonial, des pertes de revenus, des frais. On va avoir aussi des préjudices d'ordre extra-patrimonial ou moral, avec un préjudice d'affection parce que c'est pas drôle de voir sa compagne en fauteuil. C'était pas forcément le projet. Et puis aussi quelque chose qui est qu'on rencontre assez souvent, c'est le préjudice sexuel lorsqu'une victime directe est atteinte dans la morphologie ou dans la réalisation de l'acte et que l'accident l'empêche d'avoir une vie intime avec sa compagne ou son compagnon, l'autre l'autre partenaire a aussi un préjudice sexuel par ricochet. Et donc ça, c'est quelque chose on peut faire reconnaître sans expertise parce qu'il suffit d'avoir une reconnaissance sur la victime directe. En tout cas, c'est un droit dont les proches disposent aussi. Effectivement, c'était bien d'en parler, Aurélie. Merci. Merci. Je crois Voilà, qu'on en tout cas pour aujourd'hui, parce qu'il y aura le sujet aggravation peut-être un jour, mais ça demandera encore 1 heure ou 2, je pense. Eh ben, merci beaucoup, à vous 2 pour la qualité des informations que vous nous avez partagées. Merci, à toutes les personnes qui se sont, inscrites, au webinaire. Voilà, le live se termine. On se retrouve pour un live 3 sur un autre sujet. On va vous pousser, un mail avec le replay si vous souhaitez, revoir et réentendre les informations, de Théo et d'Aurélie. Vous pouvez aussi avoir accès au support, qui a été présenté. N'hésitez pas à le télécharger. Voilà et puis, merci aussi à FSK qui met en place, toujours des services innovants, centrés sur le patient, pour qu'on puisse vraiment l'accompagner tout au long de sa vie à relever les défis du quotidien, pas que en livrant son matériel, mais avec, l'accompagnement de nos infirmières conseils, du service relations clients, qui fait un travail fantastique au quotidien. Donc, voilà, Navigator a 1 an, depuis, début mai. C'est le début d'une grande aventure. On espère avoir encore de nombreux partenaires de qualité comme vous, Auréliana et Théo. On vous remercie, pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos patients.
Et voilà, donc c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à Claire. Merci à FSK. Bonne soirée.